La politique, sans se mentir. Alors, c'est pas tout à fait de la politique ce lundi, on va plutôt parler droit avec Steven. Bienvenue Steven à Radio Campus. Merci. Alors tout d'abord, si tu peux te présenter quelques mots sur ton parcours. Alors, j'ai été en droit jusqu'à l'année dernière. J'ai fait un master de droit public fondamental à Montesquieu. J'ai ensuite été chargé de TD pendant 5 ans en droit public, donc du droit constitutionnel, des libertés fondamentales, du droit administratif, de la fonction publique. Et j'ai eu une réorientation assez brutale en me dirigeant cette année vers les lettres classiques et la préparation du CAPES. Assez brutal, tu nous dis. Hein. Oui, passer du droit aux lettres classiques, c'est quand même pas exactement la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une envie de changement. Envie de changement, tout simplement. La découverte d'un intérêt pour l'enseignement et une perte d'intérêt, par contre, pour le droit. Donc c'est un retour à mes premières amours, les humanités. Alors aujourd'hui, tu as choisi de nous parler pour la chronique droit qui commence cette année pour la nouvelle saison de la loi sur le renseignement. Cette loi qui a été publiée au journal officiel en juillet dernier. Oui, donc la loi du 24 juillet 2015. Alors quel est l'objectif de cette loi, Steven ? Alors, il s'agit d'organiser la lutte contre le terrorisme et d'encadrer les pratiques de collecte de renseignements. Cela va dans un sens de renforcement des pouvoirs des services de renseignement. Concrètement, comment cela va-t-il se passer ? Alors, le texte prévoit l'installation de boîtes noires chez des fournisseurs d'accès Internet et les hébergeurs de données, celles-ci permettant de surveiller l'ensemble du web français. Cela accorde aussi aux services de renseignement le droit d'user de moyens d'enquête qui avant ne pouvaient être autorisé que par l'autorité judiciaire. Alors cela comprend la géolocalisation, la sonorisation, la captation d'images dans les lieux privés et les véhicules, l'installation de balises de GPS sur des véhicules. On peut noter aussi l'utilisation de l'IMSI Catcher, qui en fait est une fausse antenne relais capable de recueillir toutes les données émises par les téléphones portables dans un périmètre géographique donné. Et qu'en est-il du traitement des données ? Alors, les données seront conservées pendant 30 jours pour les correspondances, 120 jours pour les images et données informatiques, 4 ans pour les données de connexion, et à l'expiration de ces délais, les données sont détruites. Certaines professions bénéficient d'un régime particulier. Ce sont les parlementaires, les magistrats, les avocats, les journalistes, qui ne peuvent pas faire l'objet d'écoute, de surveillance, dans le cadre de leur mandat ou profession. Mais le problème qui peut se poser ici, c'est la distinction entre la sphère publique et la sphère professionnelle et la sphère privée, puisqu'on peut imaginer qu'un avocat puisse recevoir à des heures qui ne sont pas les heures de bureau des données relevant de sa vie professionnelle. Alors quelles sont les conditions, Steven, pour les services de renseignement pour utiliser justement ces méthodes ? Alors tout d'abord, il faut que ce soit autorisé par les autorités compétentes. Donc on peut tout d'abord avoir une demande écrite et motivée soit du ministre de la Défense, soit du ministre de l'Intérieur, soit du ministre chargé de l'économie, du budget des douanes. Cette demande doit recevoir l'autorisation du Premier ministre et il y a ensuite un avis donné par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Cet avis est purement consultatif et donc l'exécutif peut passer outre. Il faut que ce soit mis en place dans le cadre d'une mission spécifique que sont la prévention du terrorisme, de la criminalité, de la délinquance organisée, la défense nationale, la prévention des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique. Et on peut noter que ces définitions sont assez larges, puisque à peu près n'importe quelle manifestation peut entraîner en dégénérant une atteinte à l'ordre public. Il faut de plus que cette atteinte soit proportionnée au respect de la vie privée et on peut imaginer à quel point, en des périodes tendues comme la nôtre, cette condition peut être strictement rhétorique. Quels sont les recours ? Alors les recours, c'est assez simple. Il est prévu que la Commission nationale de contrôle des techniques puisse signaler un mésusage de cette loi au Premier ministre, et si jamais il n'y a pas de réponse dans les 3 mois du Premier ministre, soit le président de la Commission, soit 3 de ses membres peuvent saisir le Conseil d'État. C'est aussi un recours ouvert
à un justiciable ayant déjà saisi la commission ou n'importe quelle autorité judiciaire ou administrative. Puis qu'en est-il de la conformité de ce texte à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme ? Alors, le Conseil constitutionnel s'est déjà prononcé le 23 juillet 2015 sur la validité de la loi. Pour l'essentiel, elle a été reconnue comme conforme à la Constitution, sauf certains articles, dont celui sur la surveillance et la collecte de données au niveau international. Les communications émises ou reçues de l'étranger ne pourront donc pas faire l'objet de surveillance. On peut avoir des doutes par contre sur la conformité à la Convention européenne des droits de l'homme. Si on se base sur la question du droit au respect de sa vie privée et familiale, il y a eu en 1978 un arrêt Claas contre Allemagne qui déterminait 3 critères. Il faut que la mesure de surveillance ne concerne que les cas où des indices permettaient de soupçonner quelqu'un de projeter accomplir ou avoir accompli une infraction grave. Il fallait que l'établissement des faits ne puisse pas se faire d'une autre manière, et il fallait enfin que la surveillance ne concernait que le suspect lui-même ou les personnes présumées avoir contact avec lui. Les boîtes noires dont il a été question précédemment, évidemment, ne répondent pas à ces conditions. Alors Steven, pour conclure, un premier bilan 2 mois après l'adoption de cette loi. Alors il est difficile évidemment d'établir un premier bilan, mais on peut faire des prospectives grâce aux exemples de droit comparé, notamment aux États-Unis, puisque après le 11 septembre 2001, il y a eu l'adoption du Patriot Act et la création de la Transportation Security Administration, donc l'administration de la sécurité des transports. En ce qui concerne le Patriot Act, seuls 2% des personnes ayant été mises en cause grâce à cette loi se sont révélées avoir un lien avec le terrorisme, donc 98% de personnes n'étaient pas concernées. On peut voir une sorte de renversement de la présomption d'innocence. Et en ce qui concerne l'administration de sécurité des transports, elle n'a arrêté aucun terroriste en 15 ans. Par contre, il y a eu 400 de ces agents au moins qui ont déjà été condamnés pour vol dans les bagages. Pour finir, un mot, ton point de vue personnel, Steven, sur cette loi du renseignement. Il y a beaucoup d'opposants. Oui, évidemment, on peut commencer à se poser un certain nombre de questions sur la gestion de la sécurité en France. Il y a eu par exemple, il y a plusieurs mois maintenant, l'affaire Vikernes, donc un musicien norvégien vivant en France qui a été poursuivi, sur lequel il y a eu un début d'enquête qui n'a absolument rien donné, pour projet d'attentat terroriste. On peut aussi supposer que tout ce qui concerne le transfert de données, les échanges électroniques, n'est pas pertinent dans la lutte contre le terrorisme, puisqu'on voit se développer le phénomène du loup solitaire. C'était le cas de Koulibaly, des frères Kouachi, des Tsarnaev par aux États-Unis ou de Anders Breivik en Norvège. Ou même de manière plus ancienne d'une affaire qui remonte à 2002 mais qui était Richard Durn, un militant écologiste qui a déboulé dans le conseil municipal de Nanterre et a tué 14 personnes. Je crois qu'il peut être utile de se remémorer une parole de Benjamin Franklin, un des pères de la Révolution américaine, qui disait qu'un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Merci beaucoup Steven pour cette première chronique. On te retrouvera bientôt pour une nouvelle chronique droit que on rappelle, tu fais partie de l'association GAJAP, groupe d'aide juridique, qui est partenaire cette année. Voilà, Louis est avec nous également aujourd'hui. Donc on rappelle Louis que vous êtes partenaire cette année avec Radio Campus pour nous présenter sur le 88.1 tous les lundis à 12h45 des chroniques droit. En espérant que ça se poursuive. Merci beaucoup.